Parce qu'il existe un tabou encore plus tabou que les autres. Parce qu'à l'école, on ne nous apprend rien à ce sujet. Qu'en famille, on ne l'aborde pas, sauf au dernier moment. Aujourd'hui, je vais vous partager un entretien exceptionnel avec Teddy Bradley, auteur du podcast Vivant et fondateur du site tranquillité.fr. Et oui, la société nous entraîne dans l'urgence à prendre souvent les mêmes canaux, les mêmes entreprises, lorsque le décès de notre proche arrive. Alors qu'il existe des approches tellement plus appropriées à nos propres sentiments et plus douces malgré le contexte. Quand les bras qui vous ont si longtemps réconforté se fragilisent, quand vous souhaitez prendre soin avec douceur de ceux qui vous ont donné la vie, vous réalisez que c'est un monde inconnu qui s'ouvre devant vous. La vocation de Sweet Papy Podcast est de rendre ces moments agréables, mémorables, pour maintenir notre équilibre de vie et une relation pleine d'amour avec eux. Alors, avec nos invités, nous parlons de toutes les ressources positives qui existent, des solutions alternatives, des approches actuelles, et nous avons à cœur de vous les transmettre pour vous soutenir et vous aider dès à présent. En cliquant dans le descriptif de l'épisode juste en dessous, rejoignez le cercle de parole Facebook de Sweet Papy Podcast. Parce qu'avec mes 3 Sweet Papy et mamies nonagénaires, je sais que nous serons inéluctablement bientôt en train d'entamer des tâches très terre à terre, excusez l'expression, et de gérer les formalités obligatoires après un décès dans un délai très court au lieu de se préparer avec douceur à leur départ. Et pourtant, d'avoir interviewé Teddy m'a tellement soulagée que j'espère que vous plongerez dans cet univers en ayant une autre vision après l'avoir écouté. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus, vous retrouverez le lien de tranquillité.fr et le podcast Vivant en dessous dans la description de l'épisode. Non seulement nous allons vous rassurer avec des solutions mises en place rapidement, mais vous allez également découvrir l'homme derrière tout ça. Et ce que vous allez entendre risque d'ébranler ce que vous pensez de l'univers du funéraire. Car la promesse de mon invité, c'est une solution simple pour gérer les démarches administratives après les obsèques d'un proche en 27 minutes, simplement et sans effort. Alors surtout, s'il vous plaît, allez jusqu'au bout de cet épisode car nous rions beaucoup avec Teddy, nous abordons tout sans tabou. Bonjour Teddy, ravi de te recevoir dans l'univers de Sweet Papy Podcast. Et un grand merci pour ton concept qui débute par « Vous n'avez aucune question à vous poser, nous nous occupons de tout pour vous ». Moi, j'ai plein de questions, mais je te laisse d'abord te présenter et ensuite t'occuper de tout. Ok, ça roule. Merci Anne de l'invitation. Donc je m'appelle Teddy Bradley, j'ai 36 ans, j'habite à Dijon, je suis marié, j'ai 2 petits garçons et donc je suis le créateur de tranquillité.fr qui est une solution, comme tu l'as dit, qui a pour but de faciliter l'administratif qui suive les obsèques et également animateur d'un podcast qui s'appelle Vivant où on parle de la mort mais avant tout de la vie. On y reviendra. Comment ça arrivé? Alors concrètement, moi, si tu veux, j'ai commencé mon parcours professionnel par de l'assurance, où je suis un peu tombé dedans complètement par hasard, en fait. J'étais pas foncièrement destiné à ça. Mais voilà, donc j'ai fait 13 ans d'assurance, conseiller en assurance, où pendant 13 ans, je me suis occupé de plusieurs centaines de familles. Avec beaucoup de bienveillance à chaque fois, vraiment, avec le souci de changer un peu le regard que les gens peuvent avoir déjà sur leur assureur, parce qu'on n'aime pas trop aller voir son assureur, son banquier en général. Donc j'avais déjà ce souci-là. Et en fait, si tu veux, pendant 13 ans, j'ai vu très régulièrement des gens qui venaient me voir avec 24 heures, 48 heures après le décès d'un proche, d'un parent, d'un conjoint, venir me voir en me disant je viens vous voir pour les démarches, qu'est-ce qu'il y a à faire, etc., etc. Et ça m'a toujours fasciné, interloqué dans le sens où, selon moi, 24 heures, 48 heures après, même plusieurs jours après, franchement, je suis pas persuadé que dans ces moments-là, l'administratif, aller voir son banquier, son assureur, ça soit vraiment la priorité qu'on ait tous. Il faut savoir qu'en France, quand on perd quelqu'un, il y a déjà énormément de questions à se poser, rien que pour qui c'est qu'on va contacter, quelle pompe funèbre on va choisir, etc., etc. Après, il faut organiser la cérémonie et tout ça dans un délai qui est de 6 jours et demi et avec un nombre incalculable de questions à se poser. Et donc, selon moi, dans ces quelques jours-là qui ont une importance capitale pour le travail de deuil qu'il va y avoir derrière,
c'est vraiment qu'est-ce qu'on fait, quoi. Et qu'est-ce qu'on a de mieux à faire, à mon sens, dans ces moments-là? C'est plutôt prendre soin de soi, entre guillemets, être avec ses proches, essayer de veiller les uns sur les autres, et pas forcément de s'amuser à aller voir tout le monde. Donc voilà. Et si tu veux, j'ai recoupé ça avec mon parcours perso, avec mon histoire perso, en fait. La question du sens de la vie, en fait, revient souvent chez moi depuis que je suis gosse. J'ai très tôt été confronté à la mort, en fait, et à la peur surtout de voir un proche partir. Donc j'étais très proche de mes grands-parents, très très proche. De l'âge de 10 ans jusqu'à 21 ans, j'étais voisin. Donc j'habitais à côté de chez eux. Donc moi j'étais au 11, ils étaient au 13, et je passais une heure et demie, voire plus tous les jours après l'école. Ils m'ont énormément appris. Et ma grand-mère a été touchée par un cancer qui a duré des années, avec des périodes de rémission, de rechute, etc. Où moi j'allais de temps en temps lui donner à manger. Donc très jeune, ce rôle un peu, tu vois, de petit aidant, entre guillemets. Auxiliaire de vie, mais tu vois, des petites choses comme ça. Et ça m'a beaucoup marqué, la peur tous les matins de me dire, mais est-ce que ma grand-mère va se réveiller? Tu vois, est-ce que je vais la voir? Donc ça m'a fondamentalement beaucoup marqué, on va dire. Et quand ma grand-mère est décédée, ma maman est partie vivre avec mon grand-père, justement, pour l'aider, l'assister dans les tâches de sa vie quotidienne. Donc mon grand-père avait 86 ans quand ma grand-mère est décédée. Et donc il est décédé 4 ans plus tard, avec un état de santé pendant 4 ans qui se dégradait petit à petit. On voit très bien ce que c'est et la fatigue que ça peut éprouver, même s'il n'y a pas que ça. Hein. C'est des moments qui sont... il y a beaucoup de joie aussi, tu vois, c'est des moments hyper singuliers qu'on a. Et donc, tout ça pour dire que quand mon grand-père est décédé 4 ans plus tard, donc j'étais toujours dans l'assurance et j'ai proposé à ma maman de m'occuper de toutes les démarches administratives, donc aller suivre les obsèques. Donc les démarches administratives, en 2 mots, pour ceux qui savent pas ce que ça vient après la cérémonie, après l'enterrement ou la crémation. Et le but du jeu, c'est de prévenir l'ensemble des organismes qui pouvaient avoir un lien avec la personne décédée, de mettre à jour la situation, de résilier, modifier, transférer l'ensemble des contrats qu'il peut y avoir, voilà, et de faire valoir ses droits. Donc quand je dis ça, c'est s'il y a des assurances, décès, obsèques, de les débloquer. S'il y a des prêts en cours, de faire valoir toutes les assurances de prêt pour que les prêts soient remboursés. Et puis, toutes les aides financières aussi qui existent en cas de décès et dont on n'a pas forcément de connaissance, mais une chose est sûre, c'est qu'elles ne sont pas du tout automatiquement versées. Donc, ça nécessite de se poser plein de questions sur l'éligibilité et puis après, un travail de remplir des formulaires qui sont pas forcément simples. Mais quand on connaît un peu l'administration française, voilà, c'est jamais vraiment trop simple. Donc, voilà. Et donc, ça m'a marqué tout ça. Et c'est 3 ans après le décès de mon grand-père qu'il y a vraiment cette idée-là qui me percute, entre guillemets, de dire, mais est-ce que dans ces moments-là, on pourrait pas mettre quelque chose en place qui soit le plus simple possible pour faire gagner du temps aux gens? Et voilà. Et en gros, c'est comme ça qu'est née l'idée de tranquillité.fr. T'as des milliers de personnes chaque jour qui font appel à des solutions d'aide administrative pour des choses bien plus simples que les démarches après décès, style une carte grise sur le site du gouvernement, si tout se passe bien. J'ai quand même dit si tout se passe bien, c'est censé prendre 10 minutes, un quart d'heure, quoi. Et beaucoup de sociétés facturent des 50, 60 euros pour gagner 15 minutes. Les démarches administratives après décès, ça prend un peu plus de temps que ça. Et en moyenne, c'est 72 heures de temps qu'il faut pour venir à bout des démarches. Moi, je me suis inscrite sur ton site et j'ai reçu un formidable guide qui permet d'anticiper et de préparer le décès d'un proche avec une série d'audio en 6 épisodes. Ça va de la fin de la vie à se préparer juste avant jusqu'à la partie purement administrative derrière, après les obsèques. C'est hyper fourni. C'est très logique, ça suit bien normalement toutes les étapes. Est-ce que tu peux m'en parler? Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des documents à remplir avant, à vous transmettre avant? Alors concrètement, là, si tu veux, donc ce que tu as téléchargé, effectivement, c'est en fait accessible en tout cas par les réseaux sociaux, notamment quand on suit le Facebook ou l'Instagram, principalement de tranquillité.fr, assez vite dans les liens, on peut repérer effectivement des guides. Donc aujourd'hui, il y a 2 guides qui existent et il y en a un 3e qui est en construction. Donc le guide dont tu parles, c'est un guide, si tu veux, que j'ai construit pour aider les gens à anticiper. Alors anticiper le décès d'un proche, dit comme ça, c'est pas forcément sympathique.
malgré tout, on sait tous au fond de nous qu'on est mortel, et quand on accompagne des personnes, des sweet papis ou sweet mamies effectivement qui ont un certain âge, on sait fatalement qu'un jour ou l'autre ça va arriver. Et à mon sens, en fait, ce qui fait peur, au-delà de la peur de perdre la personne qu'on aime, parce que là-dessus il n'y a pas de question, c'est aussi toutes les questions finalement et le manque de visibilité qu'on peut avoir sur qu'est-ce qui va se passer finalement, qu'est-ce que je vais devoir faire, qui je dois contacter, enfin toutes ces questions-là en fait. Et donc du coup j'ai créé effectivement un guide dont tu parles, déjà dans lequel on va retrouver les informations essentielles sur quelques informations sur l'accompagnement de la fin de vie. Donc là, on est plus sur l'accompagnement de la fin de vie d'une personne malade ou âgée, pour prendre soin d'elle, pour arriver à faciliter la communication, faciliter, des petits conseils tout simples en fait, mais qui peuvent être vachement utiles, qui peuvent faire vachement du bien à la personne qui les prodigue et aussi à la personne qui les reçoit. Après, les questions sur qu'est-ce qui se passe concrètement quand le décès arrive, les pompes funèbres, quelles sont les premières démarches à réaliser suite à un décès, et puis qu'est-ce qu'on peut aussi anticiper d'un point de vue administratif pour être bien préparé en fait, et pour pas avoir justement un tas de choses à faire. Donc le guide répond à ces questions-là, et donc par exemple en astuce administrative, très bêtement, essayer d'anticiper un petit peu tous les organismes qui peuvent graviter autour de cette personne-là, donc en regardant un petit peu les relevés bancaires, par exemple, en commençant à lister tous les organismes qui peuvent exister. Ça peut permettre de gagner du temps, en fait, le jour où ça arrive, et pas de se retrouver avec plein de choses à réaliser. Effectivement, suite à ce guide, une fois que vous l'avez téléchargé, effectivement, derrière, vous avez accès à une suite de 6 podcasts qui sont très courts, très très courts, 10 minutes, 15 minutes maximum. Et l'idée, en fait, c'est de dérouler précisément avec des intervenants, des experts, les étapes en fait. Première étape, c'est vraiment la fin de vie, effectivement. C'est quoi la fin de vie? C'est quoi le processus de fin de vie? Avec une personne qui s'appelle Angélique, qui est accompagnante justement en fin de vie au sein d'une association, et qui met beaucoup de douceur finalement sur une période qui est très difficile à vivre, et voilà, ça fait du bien. Après, on se pose des questions sur l'anticipation des funérailles, en fait, comment aborder ce sujet-là avec ses proches, finalement, parce que les choix difficiles d'une cérémonie d'obsèques, qu'est-ce qu'on fait du corps? Quels auraient été les souhaits de cette personne-là, finalement? Ça, c'est des vraies questions à se poser, et comment on se les pose et comment on y répond, c'est pas forcément évident. Il y a un épisode avec Sarah Dumont du site Happy End, où on va parler de ce que j'appelle, moi, ouvrir un peu le champ des possibles sur les cérémonies d'obsèques, c'est-à-dire qu'une cérémonie d'obsèques... Très bon audio, exactement, qui rassure en te disant tu peux éventuellement faire quelque chose de vraiment beau en anticipant aussi la cérémonie. C'est ça. Parce que concrètement, aujourd'hui en France, la mort, on n'en parle pas. De toute façon, c'est un sujet qui est, je sais pas si c'est vraiment foncièrement tabou, mais en tout cas, on n'en parle pas de son vivant, ça c'est sûr. Et en général, on n'en parle que quand on est confronté et devant le fait accompli. Et donc, on a certaines habitudes, certains ancrages par rapport à la cérémonie type, finalement, qui est finalement très morose, très triste, qui manque, moi, pour en avoir vécu quelques-unes, mes grands-parents, un ami proche, une tante, et puis voilà. C'est souvent la même chose, et c'est toujours la même chose, et c'est assez pesant. Moi, je suis plutôt d'un versant, en fait, qui consiste à dire, concrètement, la personne qui est décédée, elle a une vie derrière elle, en fait, et une vie derrière elle qui est riche de beaucoup de choses. Ça peut être d'une famille, d'une vie professionnelle épanouie, ça peut être mille et une expériences, en fait. Je trouve que les obsèques, ça serait plutôt un moment, finalement, où on devrait célébrer ce qu'a été la vie, plutôt que de se focaliser précisément sur la disparition. Bien sûr, la disparition, elle est là, et on va pas pouvoir faire revenir cette personne-là. Mais si on regarde un petit peu comment on peut rendre ce moment-là plus chouette, et voilà, donc c'est dont on parle dans ce podcast-là. Après, il y a un podcast où moi je détaille précisément les formalités administratives pour que ça soit très clair sur qu'est-ce qu'on doit faire, les organismes à contacter, la durée de congé suite à un deuil, etc. Et puis il y a aussi une partie où on est plutôt sur la gestion des émotions, avec Sophie Poupard-Bonnet, qui est thérapeute et accompagnante du deuil. Bien entendu, l'accès au guide il est gratuit, tous les audios sont totalement gratuits, et après, libre à vous de soit gérer vos démarches vous-même, ou soit de faire appel à un service comme tranquillité.fr. Bien entendu, il n'y a pas de souci. Et l'étape d'après, je suis plus intéressée par m'inscrire vraiment sur tranquillité.fr pour aller plus loin. Est-ce que ça veut dire qu'il faut que je prépare tous les documents, que je vous les transmets par un biais ou par un autre? Comment ça se passe? Comment ça se passe? Voilà.
Alors, comment ça se passe? Aujourd'hui, pour faire court, il y a deux solutions. Il y a une solution qui se destine plutôt à des personnes qui ont le souhait d'être accompagnées, mais d'être autonomes sur la réalisation de ces démarches-là. Auquel cas, j'ai construit un programme en ligne finalement qui va les accompagner étape par étape dans chacune de ces démarches, qui va leur dire quoi préparer comme document, qui va leur indiquer quel organisme précisément contacter dans le détail, à demander à chacun des organismes pour faire valoir l'ensemble des droits. Il y a l'accès à toutes les aides financières qui existent, les critères d'éligibilité qui sont expliqués simplement, les accès à tous les formulaires en ligne pour faire les demandes également très simplement. Il y a les structures de courrier également qui sont mises à disposition, qui sont réalisées par des notaires et des juristes avec qui je travaille pour que tout soit fait dans les règles. Donc ça, c'est un petit programme en fait qui existe, qui est accessible à faible coût, c'est 97 €, donc c'est pas très cher, mais les gens réalisent eux-mêmes leurs démarches. Après, il y a une autre solution qui est un accompagnement effectivement plus complet où je vais indiquer directement à ces personnes quoi chercher dans les documents. Après, ils vont avoir accès à une application qui va leur permettre en une vingtaine de minutes de faire un diagnostic de la situation et de transférer dans le même temps toutes les informations dont on a besoin. Et la personne va recevoir directement chez elle sous 48-72 heures, un dossier qui vient contenir en fait toutes les démarches. En fait. Donc tous les courriers déjà rédigés pour prévenir les organismes, résilier, modifier, transférer les contrats, avec toutes les pièces justificatives qui sont précisées pour pas qu'il y ait 25 000 allers-retours de courrier, si tu veux, entre les différents organismes, ce qui se passe très souvent. Tous les formulaires d'aide financière qui seront intégralement complétés également. Donc pour ceux qui se matérialisent pas, par exemple, une aide financière la plus courante en France, c'est la pension de réversion, qui est une part de la retraite dont bénéficiait ou pouvait bénéficier la personne décédée. Et pour la demander, cette pension de réversion, c'est un formulaire qui fait juste 12 pages à compléter et 4 pages de notice écrites en tout petit. On remercie donc l'administration française de nous faciliter la vie. Merci. Et voilà. Et donc, quand il y a des aides financières comme ça, si tu veux, moi, la plupart des dossiers, s'il n'y a pas qu'une aide financière, en fait, il y en a une, il y en a deux, des fois, il y en a trois. Et donc, vous recevez un dossier, c'est tout clé en main. Il y a juste à signer aux endroits indiqués et à joindre les pieds justificatifs qui sont précisés. Et aller à la poste, tout est en recommandé, j'imagine. Pas la totalité, justement. La majorité des courriers sont quand même en recommandé pour des raisons de traçage et juridiques. Mais voilà, sur chaque courrier, c'est précisé le mode d'envoi. Si c'est un mode d'envoi simple ou un mode d'envoi recommandé pour éviter à la personne des frais, entre guillemets, inutiles. Parce que la poste aussi, ça coûte quand même assez cher. Ouais. Et voilà. Et suite à ça, si tu veux, je considère vraiment ça comme un accompagnement. Il y a un suivi qui est réalisé avec la personne, en fait, où on est là disponible tout le temps pour répondre à toutes les questions qui pourraient se poser. Et puis, de temps en temps, en général, une fois par mois, on revient prendre des nouvelles un petit peu, de savoir comment ça se passe, prendre 1 heure d'échange en visio par téléphone pour répondre aux questions qui pourraient se poser. Enfin voilà. Après, c'est vraiment du cas par cas et le suivi dure 4 mois. Donc là, si tu veux, par exemple, ce matin, j'avais 2 rendez-vous de suivi avec des clients. Un avec un dossier qui était assez complexe où on arrive à terme des 4 mois et tout vient de se terminer justement. Donc les aides financières sont débloquées, etc., etc. Et un dossier qui était un peu plus simple, entre guillemets, où les aides financières sont déjà débloquées 2 mois après le décès et toutes les démarches sont finalisées simplement 2 mois après le décès. Donc voilà, après c'est du cas par cas. Mais l'idée, c'est vraiment que la personne ne soit pas seule. Après, tu as plus que 4 mois parce que tu as encore tous les résultats après avec le notaire, avec l'administration l'année suivante quand tu dois faire rien que la déclaration des impôts, exactement. etc. Donc, les prestations par tranquillité.fr, elles s'arrêtent à vraiment ce qu'il y a après obsèques. C'est vraiment après obsèques parce qu'après, de toute façon, si tu veux, tout ce qui est impôts et compagnie, c'est le notaire qui va... Voilà. On va considérer que suite à un décès, il y a vraiment 3 temps. Le temps de l'organisation de la cérémonie d'obsèques et de la cérémonie, donc ça va être les 7-8 jours après le décès. Entre le 8e jour et, on va dire, à peu près 3-4 mois, ça va être vraiment le temps des démarches administratives après obsèques. Et une fois que ce temps-là est clôturé, on a l'ouverture de la succession qui généralement s'établit entre 4 à 6 mois après le décès. Sachant que nous, quand on gère les démarches, on gère aussi le côté impôt, de toute façon. Donc les impôts sont déjà prévenus. Dans les 4 mois, ils ont déjà mis à jour la situation. Et donc l'année d'après, ils envoient une déclaration qui est adaptée avec un seul nom, etc.
c'est vraiment de permettre aux gens de se libérer de toutes ces démarches en 27 minutes, très simplement, puisque 27 minutes, c'est le temps en moyenne que les gens passent sur l'application. Et derrière, ils envoient, et puis après, on fait le travail de suivi. Parce que quand vous achetez tranquillité.fr, vous achetez une promesse, la promesse de se libérer des démarches administratives et de vous poser aucune question. C'est ça que vous achetez. Donc concrètement, le forfait principal, parce que c'est un forfait du coup, ça dépend pas du nombre d'heures, ça dépend pas de voilà, c'est un forfait. Le forfait il est à 289 € TTC, d'accord, et c'est tout. Voilà. Donc là c'est transparent et comme je te disais, le programme en autonomie c'est 97 € simplement. Donc c'est 289 le forfait. Voilà. D'accord. Alors, ce concept-là, il a été récompensé plusieurs fois. J'aimerais quand même que tu m'en parles parce que tu dois en être fier. Oui, je suis assez content. Quand même. Oui. Je suis assez content. Qu'est-ce que je peux te dire là-dessus ? Alors là, aujourd'hui, donc concrètement, tranquillité.fr, donc ça existe depuis le 27 mai 2020. Donc ça, c'est le jour de lancement, on va dire, officiel. Et aujourd'hui, en 2022, donc on a été, le projet a été récompensé 3 fois sur la fin de l'année 2021, donc avec très peu de temps d'intervalle à chaque fois, mais c'est pas grave, ça fait plaisir. Donc le projet a été finaliste du prix Silver Eco Senior. Donc ce prix-là, c'est quoi ? C'est un prix qui est décerné en fait par un jury de seniors, donc de particuliers seniors. Donc on est finaliste parce qu'on n'est pas gagnant, mais on est dans les 3 premiers, donc sur plusieurs dizaines de dossiers et de projets. Donc, moi, je suis très content de ça. Voilà. On a été également lauréat, donc cette fois-ci grand gagnant du festival Silver Eco. Donc, Silver Eco, c'est le festival qui récompense, donc qui s'est déroulé à Cannes le 13 décembre 2021. Et c'est un festival qui récompense en fait les meilleures initiatives en faveur des aidants, en faveur du vieillissement et voilà. Et donc, du coup, on a été lauréat de la catégorie service à la personne. Donc à Cannes, devant plusieurs milliers de personnes, donc au palais du Festival de Cannes. Donc il n'y avait pas les acteurs, mais il n'y avait pas le tapis rouge, c'était un tapis vert. J'étais un peu déçu. Mais bon. Dommage. Dommage. Tellement dommage. Voilà. Et puis en troisième prix, effectivement, on est également lauréat du réseau Entreprendre. Donc le réseau Entreprendre, c'est un réseau qui accompagne les entreprises dans leur développement. Et donc c'est un réseau qui est national, donc c'est un prix qui est assez prestigieux. Et donc ça c'était en novembre. Donc chronologiquement en fait c'était le lauréat Réseau Entreprendre, après le prix senior et après le Silver Eco. Mais oui c'est pas mal quand même. Ouais, bien, oui, je suis assez. En peu de temps. En peu de temps, je suis content. Après ça apporte, on va dire, une certaine légitimité finalement sur le projet. Après moi le plus important, si tu veux, ça c'est très important, mais le plus important c'est les retours qu'on peut avoir en fait des familles qu'on accompagne. Les retours clients, ouais. Oui, clairement les retours clients. Et donc les avis qu'on a sur Google notamment sont bien représentatifs finalement et sont la meilleure récompense qu'on peut avoir quand tu accompagnes quelqu'un en fait. C'est pour ça que tu le fais. Principalement c'est pour ça que tu le fais. C'est pour eux. Et ça t'a donné du coup un peu de peps, je veux dire, pour éventuellement mettre en place d'autres choses. Ça t'a donné d'autres idées? Oh là là, les idées. En fait, c'est ça le truc. C'est que pour un entrepreneur, les idées, c'est jamais ce qui manque. C'est jamais ce qui manque. Donc là, en fait, il y a plusieurs choses qui vont se passer dans les mois qui vont venir. Donc, je te parlais déjà de la création d'un 3e guide. Donc aujourd'hui, il y a un guide pour l'anticipation qui est destiné à des personnes qui sont aidants ou en tout cas qui sont auprès d'une personne qui est âgée, en fin de vie ou en tout cas qui ont des questions sur cette partie-là. Il y a un guide qui est dédié aux personnes qui vivent le décès, donc qui sont confrontées aux premières démarches. Et là, c'est vraiment, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on doit aller faire la déclaration de décès en mairie ? Dans quel cas on doit aller la faire ? Comment on choisit la pompe funèbre, etc., etc. Alors, les guides vont être remaniés. Les guides existants déjà vont être remaniés pour qu'ils soient encore plus, je dirais, simples simple d'accès entre guillemets. Et puis il y aura un guide qui va être créé vraiment plus sur l'anticipation pure. Donc l'anticipation pure, ça sera plus dédié à des personnes qui souhaitent protéger leurs enfants, donc qui souhaitent plutôt se dire moi j'arrive à un certain âge, je souhaite effectivement que mes enfants aient le moins de travail possible à réaliser le jour où je vais décéder, que ça soit par rapport à la cérémonie, etc. Et donc ce guide, il y aura effectivement 7 clés vraiment pour bien anticiper sa propre mort en fait et protéger en fait ceux qu'on aime. Donc là il y a ce guide là qui est en cours de réalisation. Puis il y aura un guide les guides seront remaniés, on va dire, plus sur l'aspect vraiment démarche en fait. Ça sera un peu plus
un peu plus simple. Disons que j'ai voulu être assez généreux dans les guides au départ, et des fois je me dis avec un peu de recul qu'on n'a pas forcément beaucoup de temps devant soi pour capter l'information. Il y a peut-être un petit peu trop d'infos, donc je vais essayer de rendre les choses un peu plus... D'alléger un peu plus. Mais en étant vraiment toujours allégé, tout en étant pertinent, l'un n'empêche pas l'autre. Alors aujourd'hui, tu gères en parallèle de ta profession un excellent podcast, Vivant. Et c'est vraiment un univers audio où tu vas chercher les acteurs du funéraire, en fait, moi, c'est l'impression que ça m'a donné, pour dédramatiser la mort. Je dis pour parler de la vie, mais dédramatiser le plus possible ces moments-là. C'est incroyable d'avoir trouvé des gens qui réinventent aussi et modernisent aussi le funéraire. D'autres acteurs en fait du funéraire. Mais, en fait, oui. Alors du coup, le but du jeu de Vivant, c'est pas de faire un podcast entre guillemets d'entre-soi d'acteurs du funéraire, effectivement. C'est pas de faire on ne parle pas entre nous. Et il n'y a pas que effectivement des acteurs du funéraire. Il y en a. Moi, j'ai choisi. Enfin, c'est pas que j'ai choisi en fait. Si tu veux, dans tout ce que je fais, moi, je suis guidé par mon intuition et puis par simplement l'humain. En fait, c'est l'humain qui me motive. Et c'est la relation que tu peux avoir avec les gens que tu accompagnes, mais aussi les gens avec qui que tu vas côtoyer au quotidien. Donc en fait, j'ai assez vite en fait rendu compte que oui, des initiatives comme la mienne, il y en a plein. Il y a plein d'entreprises, d'hommes en fait, d'hommes et de femmes qui aujourd'hui veulent changer ces moments-là. En tout cas, apporter un peu plus de douceur, d'apaisement sur ces moments-là. Et quand on parle de ça, on n'est pas dans un discours simplement de dire oui, oh voilà, nous on est humains. Enfin, quand tu regardes le funéraire aujourd'hui, quand tu vas dans une pompe funèbre, je suis sûr qu'il n'y en a pas une qui va pas te dire nous on vous accompagne avec humanité. Toutes le font. Simplement dans le funéraire, et ça c'est pas moi qui le dis, du coup c'est une personne qui travaille dedans depuis des années et qui est en lien avec beaucoup d'entreprises de pompes funèbres et d'autres. Le funéraire, il y a un écart majeur entre le discours et la réalité en fait des faits. Il y a 30 000 mondes entre les deux. Et donc dans Vivant, moi ce que je veux, c'est apporter le plus possible, de faire connaître le plus possible d'autres projets qui peuvent être pertinents comme le mien, à travers les parcours, les histoires de chacun. Bien entendu, ça va être aussi des témoignages dans différentes thématiques, dans différentes facettes de vivre son deuil, en fait, pour qu'à travers les histoires des uns et des autres, les gens qui traversent un deuil puissent s'en imprégner et trouver des clés, des ressources pour être plus apaisés finalement sur la mort d'un proche, en fait. Voilà, c'est jamais facile. C'est jamais facile. Par contre, si on n'en parle pas, ça va pas rendre les choses plus simples. Ça, j'en suis intimement convaincu. Donc, c'est des parcours de deuil, mais qui ont beaucoup d'énergie, beaucoup de bienveillance, quelque chose d'assez inspirant là-dedans. Le but du jeu, c'est pas de faire dans le pathos, c'est de faire pleurer. Comme je dis, je suis pas Evelyne Thomas ou les présentatrices de France 2 à 14h30, où là, c'est vraiment plus c'est triste, mieux plus ça marche. Et puis il y a des épisodes qui sont plus ancrés aussi qui interrogent, qui questionnent le sens de la vie à travers un peu de spiritualité, on va dire, sans faire de prosélytisme, pas du tout. Mais c'est juste, comment on peut éveiller un petit peu les consciences sur simplement ces moments-là, que ça soit la fin de vie, le deuil ou la mort. Voilà. Et rassurez-vous, je suis normal comme garçon. J'ai pas de... J'en attesterai. Ah, je suis soulagé. Je suis très heureux que tu dises ça. Non, mais moi, je suis soulagée de savoir que tranquillité.fr existe parce que ça fait partie des étapes difficiles que j'apprécie de savoir que enfin quelqu'un a pensé aussi à ça pour aider les aidants, parce que c'est aussi ça fait partie des étapes des aidants. Donc, voilà, je suis ravie. Je vais te poser mes 2 petites questions pièges de la fin. Piège? Tu m'avais dit que c'était des questions bonus, mais tu m'as pas dit piège. Oui, mais là, je te dis piège maintenant. Que dirais-tu à Teddy, ton moi de 10 ans, si tu pouvais lui parler aujourd'hui? Oh la vache! Tu l'as bien choisi ta question. Ok, on y va. Teddy. Alors du coup, en fait, très simple. Déjà, pour vous resituer un petit peu, Teddy, à 10 ans, c'était un petit garçon qui était angoissé, stressé, mais d'un stress et d'une angoisse qui était maladive. Voilà. Donc pour la petite anecdote, puisque voilà, je suis très transparent, quand j'avais 7-10 ans, quasiment tous les matins avant d'aller à l'école, j'étais pris de crises d'angoisse terribles et limite je vomissais un jour sur 2. Tellement c'était... Et voilà.
Donc du coup, la question du stress, de l'angoisse, de l'anxiété, de tout ça, c'était typiquement moi. J'avais du mal à me sociabiliser, à être avoir des amis. Enfin, je me suis toujours senti très différent des autres copains, copines où ça avait l'air très fluide. Donc ce que je dirais à Teddy et ce que je dirais à toutes les personnes qui doutent à un moment donné de leur confiance, de leur capacité, de ci, de ça, et ben à un moment donné, c'est juste en fait de s'écouter profondément, de se faire confiance en fait, et d'arrêter de se regarder par le regard des autres en fait, mais juste de faire les choses parce que à l'intérieur d'elles-mêmes, ça les fait vibrer, ça les motive. On s'en fout d'être différent des autres. De toute façon, on est tous différents. On est tous 100% uniques. Il y en a pas un qui se ressemble. Donc à un moment donné, on arrête tous de se ressembler, on s'assume tel qu'on est. Et on se sentira beaucoup mieux. Donc moi je dirais à Teddy, vas-y, avance, n'aie pas peur, ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Ça sera pas facile tous les jours, mais ça va bien se passer quand même. Bon, finalement, c'était pas une question piège, c'était une question bonus parce que tu as bien répondu. Merci. Allez, la deuxième. Gardes-tu précieusement un objet de ton enfance et lequel ? Est-ce que je garde précieusement un objet de mon enfance? Pas direct, en fait, si tu veux, pas directement moi, en fait, parce que je vis pas dans le passé, tu vois, je suis pas dans le passé, je suis vraiment plus j'essaye de vivre le moment présent. C'est pas évident, mais j'essaye de vivre le moment présent. Donc, pas directement moi. Par contre, si tu veux, mes garçons, donc j'ai 2 garçons, de 6 et 4 ans, au moment où on enregistre, donc Gaspard et Barnabé. Donc, Gaspard, en fait, moi, j'avais 2 nanins quand j'étais petit, en fait, voilà. Donc Gaspard a hérité de mon nanin gris. Voilà, c'était un petit lapin qui a un peu pris cher avec le temps, hein. Mais lui, il l'a maintenant, et Barnabé a le bleu. Voilà. Après, j'ai gardé, pas directement en fait de mon enfance, mais j'ai dans mes cravates. Voilà, à une époque, je mettais beaucoup de cravates. Donc maintenant, j'en ai plus. Mais, voilà. Donc j'ai la cravate que mon grand-père portait à mon mariage. Du coup, parce que ça a été, ça a été aussi chouette d'avoir mon grand-père à mon mariage et qu'il ait pu aussi connaître Gaspard, Barnabé non, mais comme il est jamais loin de toute façon, même plus là, on va dire qu'il doit encore voir certaines choses. Et voilà. Donc non, j'ai pas gardé vraiment de choses de mon enfance. Si je me concentre bien, non, j'ai pas gardé grand chose. Par contre, j'ai transmis plutôt ces 2 petits doudous à mes enfants. Parce qu'à chaque fois en fait que je les respire, si tu veux, ça sent encore l'odeur que j'avais chez mes grands-parents. Et c'est une odeur, ouais, je te promets, c'est fou. Ça de la sent... maison, l'odeur de la maison. Ouais, l'odeur, oui, l'odeur de la maison. Alors ça sent pas le grenier, hein, voilà. Ça sent, mais oui, ça sent ça. Ça me rappelle vraiment les moments où quand j'étais gosse, je dormais chez mes grands-parents. Effectivement, voilà. Donc ça me rappelle ça. 1000 merci. Et en fait, pour conclure, on est tranquille. T'as tout compris. Voilà, je peux pas faire mieux. C'était le conseil du jour. Parler de la mort, c'est parler de la vie. Alors avez-vous changé d'opinion? Êtes-vous secoué par ce que nous avons dit? Dites-moi cela et si ça vous a inspiré pour pouvoir partager. Et surtout, n'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires à Teddy comme à moi. Nous serons ravis de vous lire et d'échanger. D'ailleurs, nous faisons une conférence aidante ensemble sur ce sujet le 2 novembre, jour des morts. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, ça va être mortel. Et si vous ne pouvez pas, on vous enverra le replay par la voix céleste. À bientôt. Pensez à partager Sweet Papy Podcast à ceux qui en auraient besoin. Merci d'avoir écouté cet épisode où la parole est portée par le cœur. Au-delà du podcast pour les personnes qui ressentent le besoin d'être accompagnées dans ce moment complexe, nous vous proposerons très bientôt des solutions concrètes et de participer à des ateliers optimistes et inspirants spécialement conçus pour vous. Ça sera l'occasion de poser toutes les questions qui vous trottent dans la tête. Alors pour vous inscrire et suivre toute notre actualité, il vous suffit de nous envoyer un mail à sweetpapypodcast@gmail.com.